Et nous arrivons dans Ravensbrück et on voit ce grand portail que vous avez vu dans des livres, Arbeit nach Reich, le travail c'est la liberté. Nous arrivons donc là, Zuffund, avec les chiens, les gardiens, les coups, ça pleuvait toujours. Nous tournons à droite. Quand je vous parle, je fais beaucoup de gestes, c'est parce que les images sont là. Et ça m'est spontané de vous parler avec les images qui m'ont marqué, et qui ont marqué tous les déportés. Je parle de moi. Mais tous les déportés ont eu à peu de choses près les mêmes soucis, les mêmes transports. On tourne à droite, on fait quelques dizaines de mètres, on entre dans un grand couloir comme ça, et à gauche de ce grand couloir, hop, on nous prend nos vêtements, la bague, la montre, les boucles d'oreilles, si y a une dent en or, il l'arrache, la carte d'identité. Donc tout à coup, on est nu, on n'a plus de carte d'identité, on est tendu, et c'est là où est l'immensité de rien. Cette dame a été arrêtée à Clutange, tout simplement. Elle travaillait à la poste. Elle commençait à être enceinte. Et quand nous arrivions à Ravensbrück, dans la visite, on nous tondait. Bon, ça, c'est pas grave. On était nus, je l'ai dit tout à l'heure. On était un trou plein de vide. Et on s'est aperçu, parce que la visite se faisait dans la façon la plus intime, qu'elle était enceinte. On lui a arraché le fœtus, sans aucune hygiène, et pour éviter le drame, on a empêché les saignements, l'hémorragie avec des chiffons. On l'a bourré de chiffons. Et, chose extraordinaire, alors qu'aujourd'hui, on a tout de suite quelque chose pour que ça ne s'enlime pas sur un petit bobo, elle est revenue vivante, cette dame. Elle s'appelait Jeanne Tervert. Je vais vers cette dame que je ne connaissais pas, on pouvait toujours se parler, c'était bon pour le moral. C'était une Yougoslave qui parlait un peu français. Et voilà ce qu'elle m'a révélé. Ce dont je n'ai jamais parlé avant le procès Barbie en 1987. Elle a assisté à Auschwitz, à ce dont je vais vous parler. Les Allemands avaient réuni des femmes avec leurs enfants, des petits. Ils leur ont fait creuser un trou, une fosse plutôt, très grande. Ils les ont fait projeter des fagots dans cette fosse. Sur ces fagots, ces mamans ont dû jeter leurs enfants, leurs petits. Ensuite, ils ont mis de l'essence et ils ont mis le feu. Je me regardais. Il faut y penser, ça. Il faut que ça rentre dans une tête. Ils étaient donc c'est démoniaque. Et cette dame avait assisté à ce genre de drame. Et ça me pénétrait. Puis c'est drôle, c'est drôle. Alors, quand je suis rentrée, je n'en ai pas parlé du tout. Et tout à coup, en 1987, à Lyon, quand il y a eu le procès Barbie, une personne est venue témoigner de ce fait. Et c'est depuis ce temps-là que j'ose dire ce que cette dame yougoslave m'avait révélé. Donc, voyez dans quelle atmosphère on pouvait se trouver. C'est plus qu'anormal. C'est démoniaque. Il faut avoir une imagination fertile pour user de tels procédés, pour détruire la vie avec tant de brutalité, de douleur. Et les mots ne conviennent pas pour les gens civilisés. On ne peut pas avoir de mots. C'est cela. Voilà le retour. Et en rentrant, on ne nous a pas cru. On était un peu déboussolés, bien sûr. On ne nous a pas cru. Alors ce poison, il a fermenté. Il est resté en nous. Et il a fermenté, il n'y a pas d'autre mot. Donc on n'en a pas parlé. Parce que si on en parlait, on disait « Mais non, c'est pas possible ». Alors on disait « Elle est un petit peu déboussolée ». Elle, oui, là. En rentrant, j'ai appris que deux de mes frères avaient été arrêtés après moi. L'un d'eux est mort au camp dans des conditions terribles, afin des interrogatoires sanguinolents.
Alors il y a le retour. Et pendant 15 ans, j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais j'avais des cauchemars. D'abord, j'en ai encore. Des cauchemars. Et puis, il y avait le système nerveux qui était tellement détruit, tellement oxydé, si je puis dire. Quand je marchais dans la rue, j'avais prévenu, enfin, le temps avait passé, j'avais mes enfants. Je dis aux enfants, n'ayez pas peur si je frémis dans la rue, parce que j'avais comme une décharge électrique le long de la colonne vertébrale. Quand je marchais, ça faisait ça. Alors j'avais dit à mes enfants, ne vous inquiétez pas, c'est un court-circuit. Alors comme ça, ils n'allaient pas chercher midi à 14 heures. Et j'ai eu ça jusque après 1960. Donc voyez le temps que ça peut rester en soi pour la souffrance. Ça, des cauchemars. Et en 1959-60, des personnes bien placées au ministère de l'Éducation nationale et des combattants, des anciens combattants, ont dit oui, dans le livre il y a 4 lignes, mais c'est pas assez pour de parler de ça. Et on disait, il n'y a que les communistes et les juifs. Les communistes et les juifs ont souffert autant que les autres, mais on a dit il y a aussi les résistants. Donc ils ont demandé à ce qu'on éclate un peu les faits avec la vérité dans les livres, et a été créé en 1959 et applicable en 1960 le concours de la résistance et de la déportation, qui nous permet, quand nous sommes invités par des professeurs, d'être là et de vous en parler. Et je crois que si vous lisiez ça, sans avoir entendu un survivant, un témoignage, vous n'auriez pas la même impression, vous auriez eu quelque chose de cruel. Mais là, vous avez quelqu'un que vous pouvez toucher, qui a vécu ce qui est écrit, et qui a même survécu. En ce moment, on n'est plus nombreux, on s'use à l'usage, hein, et un jour, il n'y a plus beaucoup de témoins, mais je crois, sans orgueil, que vous vous rappellerez, hein, je dirais, j'ai connu une personne, vous êtes très jeune, quand vous aurez 60 ans, le temps aura passé, il y avait Lurette Schreier, j'ai connu une personne qui a vécu cette période. Et voilà, je suis là. Et si vous saviez, comme je suis profondément émue d'avoir toujours des jeunes devant moi, parce que vous êtes attentifs, vous êtes là, vous êtes 300, je ne vais pas compter, vous êtes 250, vous êtes 300, peu importe, aucune discipline à faire. Vous êtes tous la tête levée, l'oreille tendue, l'œil attentif, et je suis certaine que vous avez enregistré tout ce dont je vous ai parlé. Et quand vous lirez quelque chose sur la déportation, vous le lirez avec un autre regard. Et j'ai la chance de survivre. C'est la raison pour laquelle j'ai fait jusqu'à maintenant, mais je vais bientôt avoir 98 ans, je ne pourrai pas encore en faire jusqu'à 100 ans. Hein. Ça, là, je ne vous promets pas pour l'an prochain. On en parlera, mais je ne vous promets pas. Donc, je témoigne. Et ce qui me plaît aussi, c'est votre regard, la façon d'écouter. Donc, il y a de l'espoir. Et dites-vous bien que dans la vie, la lutte dans un moment de guerre, c'est pour la liberté. Qu'est-ce que la liberté? C'est le respect non seulement de soi-même, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous vous-même, et le respect des autres. Parce que la liberté n'est pas un droit, c'est un devoir. C'est le devoir de respecter l'autre, le devoir de respecter ses idées, le devoir de respecter sa couleur, sa religion, ses idées politiques. C'est un tout. Si tout le monde disait la même chose, vous vous rendez compte? Vous n'avez qu'à lire 150 fois une fable, vous verrez si ça vous fait plaisir. À la 10e, vous direz j'en ai assez. Donc il faut savoir tolérer les autres et se respecter soi-même et respecter les autres. C'est ça la liberté. Je vous redis que la liberté est un devoir. Et ce qui compte dans la vie, c'est la loyauté et que vous pensiez dans votre tête. Hein. Vous ne laissez pas monter le bobichon par n'importe qui. Vous réfléchissez peut-être mal, et vous éclairerez après. Réfléchissez. Les gens qui ne réfléchissent pas sont de futurs esclaves. Ils se laissent mener par le bout du nez comme des moutons. On va à l'eau, tout le monde se noie.
réfléchissez bien, soyez droit dans vos bottes, soyez droit avec vous-même, et surtout, vivez la tête haute, non pas par orgueil, mais en disant je suis capable de. Et ça vous donnera une vie plus puissante, et ayez confiance. Parce que il y a des déportés qui ont tout de suite perdu confiance. Et ils n'ont pas pu survivre parce qu'ils étaient pessimistes. Il faut être optimiste, ça aide à vivre. Si je vous disais des fous rires qu'on a eus, oui, même en déportation, parce que si on avait pas ri, on aurait pleuré. Il ne fallait pas pleurer. Si on commence à pleurer, c'est mauvais. Tandis que si on rit, on a un autre regard sur la misère que l'on vit. Soyez optimistes, ayez confiance. Derrière un nuage, hein, il y a toujours, je crois que je le disais ce matin d'ailleurs, il y a toujours un rayon de soleil. Il suffit de le guetter, il suffit d'y croire, il suffit de le regarder. Il arrivera. Et dans la vie, c'est pareil. Si vous avez un moment très difficile à vivre, dites-vous bien qu'après, vous aurez la force de le surmonter et vous serez plus puissant avec vous-même. Et vous ne vous affalerez pas devant des petites misères. Si vous avez un corps au pied, c'est parce que vous avez un pied. Demandez aux personnes qui n'ont qu'une jambe comment elles font pour avoir un corps au pied. Hein? Alors, soyez heureux, même si, oh, j'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de ça. C'est si petit, ça. C'est si petit. Si vous saviez tous les avantages que vous avez, sachez en profiter, sachez être heureux avec ce que vous avez, mais entretenez. Parce que si vous faites un trou dans une casserole, toute l'eau s'écoule. Alors, ne faites pas de trou dans votre optimisme. Hein. Vous direz, bon, ça va pas aujourd'hui, oh, c'est moche, j'ai une mauvaise note, je vais me faire passer un savon à la maison. Redressez-vous, le lendemain, vous aurez une meilleure note.